Bonjour à tous, bienvenue et merci donc de participer à ces rencontres régionales de la filière 2021 qui sont les quatrièmes de notre jeune interprofession Fibois Sud. Voilà, je suis très heureux en tout cas on est très heureux de vous accueillir au conseil régional et d'avoir vraiment toute la filière représentée, hein, de l'amont jusqu'à l'aval pour ces beaux projets et ces belles conférences qui vont être présentées. Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur David, conseiller régional, qui nous accueille aujourd'hui. Merci. Monsieur le Président de Fibois Sud, Monsieur le Directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les partenaires, chers amis, bien c'est pour moi, Président de la Commission agriculture, ruralité, élevage et forêt du Conseil régional, un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui dans cet hémicycle. Aujourd'hui, plus que jamais, la valorisation du bois de nos forêts est stratégique pour la lutte contre le réchauffement climatique et surtout pour l'avenir de nos territoires ruraux. C'est pourquoi nous avons fait le choix fort des innovations et nouveaux usages du bois comme grand thème de ces rencontres régionales forêt-bois de Fibois Sud 2021. Cette rencontre sera, je l'espère, particulièrement riche et traitera notamment de bâtiments, industrie, énergie, déchets, biodiversité, formation, transport, chimie, avec en toile de fond la thématique économie et innovation. Elle va nous rassembler aujourd'hui avec tous les acteurs de l'écosystème élargi autour de la filière forêt-bois que je salue ici à nouveau. Rappelons qu'en région sud, la forêt couvre plus de 50% du territoire, soit la deuxième région la plus boisée de France. Et souvent, on l'oublie, donc c'est bien effectivement de le rappeler. Avec 1,6 million d'hectares d'une grande variété d'essences, nos forêts qui dessinent des paysages réputés dans le monde entier nous rendent beaucoup de services. Elle nous assure d'abord un important niveau de qualité de vie au quotidien. Elle représente aussi un atout de taille dans notre combat pour la planète. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, d'abord avec sa capacité à absorber plusieurs milliers de kilotonnes de CO2 par an, soit environ 10% des émissions régionales. Elle joue donc un rôle majeur pour atténuer les effets du changement climatique en purifiant l'air et en apportant de la fraîcheur, notamment dans les villes. Les forêts sont aussi d'importants réservoirs de biodiversité qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales. Elles sont un refuge pour plus de 3600 espèces florales, parmi lesquelles 20% sont protégées. Elles contribuent à l'enrichissement des sols et à la préservation de la qualité des eaux souterraines, tout en limitant le ruissellement de l'eau. Les forêts sont aussi un allié de taille pour lutter contre le dérèglement du climat et ses impacts comme les inondations ou les incendies. Leur préservation est donc bien une évidence, d'autant qu'il s'agit d'écosystèmes fragiles. Les incendies dévastateurs dans le Var nous l'ont tristement rappelé cet été. Avec plus de 90 000 hectares partis en fumée en 20 ans sur le territoire régional, la forêt est la grande victime des étés méditerranéens. Une menace croissante compte tenu de l'urgence climatique, encore rappelée en août dans le dernier rapport du GIEC. Parce que nos forêts sont aussi notre avenir, notre président Renaud Muselier et notre président délégué Christian Estrosi ont fait du soutien à la filière forêt-bois une grande priorité régionale. Parce qu'une gestion raisonnée de cette ressource précieuse nous est essentielle. Soutenir la filière bois au niveau de la mobilisation, de la transformation et la valorisation de ces produits permet de maintenir et développer une activité regroupant environ 2800 entreprises dans le cœur de filière et 6200 dans le périmètre partiel, représentant respectivement 8000 et 12 000 salariés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces emplois dans la filière représentent 0,5% des salariés de la région. Ils produisent 359 millions d'euros de valeur ajoutée, soit 46% dans la construction et menuiserie bois. Le budget de la région alloué à la filière forêt-bois s'élève à 5,1 millions en 2021. 1 300 000 euros en économie forestière et gestion durable, 800 000 euros en développement économique des entreprises de transformation
et de valorisation du bois, 1 million pour la sylviculture et plantation, et enfin 2 millions pour le bois énergie, auquel il convient d'ajouter 550 000 € pour le FEADER répartis entre dessertes forestières, soutien à la modernisation des exploitations forestières et stratégie locale de développement forestier. Par ailleurs, avec le vote du nouveau plan climat, gardons une COP d'avance le 23 avril 2022 en assemblée plénière de notre assemblée régionale ici même, le fonds Respire a été créé pour réunir propriétaires forestiers et financeurs privés dans le cadre de la préservation des espaces forestiers régionaux. La gestion durable et le maintien d'une forêt en bonne santé est un enjeu pour la fixation du carbone et l'enrichissement des sols, la limitation du ruissellement de l'eau et de l'érosion, la préservation de la biodiversité et la préservation de la qualité des eaux souterraines et de surface. Cette complémentarité entre soutien public et privé permet de contribuer directement à des projets forestiers professionnels et pérennes et d'optimiser les plans de financement. Le fonds Respire cible son action sur 2 catégories de projets. Prioritairement les projets de développement sylvicole, plantation en forêt ou amélioration des peuplements forestiers dans le jeune âge. En second lieu, les projets de prévention des risques naturels ou de gestion des effets des catastrophes naturelles, restauration des incendies, réparation ou prévention des phénomènes érosifs. Mesdames et messieurs, j'ai voulu souligner ici l'importance de la filière forêt-bois dans l'activité économique de notre région, son rôle dans le maintien des grands équilibres sociaux et environnementaux et le grand potentiel de développement existant. On en parlait tout à l'heure, monsieur le directeur. Il s'agit d'un atout majeur pour la région Sud. C'est pourquoi la forêt doit être considérée comme une composante essentielle des équilibres socio-économiques locaux et un élément fédérateur entre le monde urbain et le monde rural. Avec la COP d'avance, notre président Renaud Muselier et l'ensemble de notre majorité régionale a énoncé un principe économiquement efficace, écologiquement responsable. Ce principe prend toute sa force dans le cadre de la forêt, vous en conviendrez avec moi. Préserver l'environnement, ce n'est pas le laisser à l'abandon. Et nous sommes ici, tous, convaincus de la nécessité de le façonner, de définir une action et une orientation pour notre cadre de vie. Notre vision pour l'avenir de nos territoires, je vous l'ai présentée, c'est la valorisation économique et environnementale. Je souhaite que tous, nous partagions cette vision et que nous puissions toujours travailler à sa mise en œuvre dans une démarche partenariale. Je vous remercie. Monsieur le directeur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission Agriculture, Ruralité, Forêt, Élevage. J'ai tout dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Interprofession, je vous remercie de m'avoir invité à cette rencontre qui, à ce que j'en juge déjà de la diversité, de la richesse et de la qualité des exposants que j'ai pu apercevoir en allant prendre un café, est en soi une réussite et d'un grand intérêt pour la filière. En effet, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, sont réunis aujourd'hui tous les composants de la filière bois de la région, filière forêt-bois de la région, de la production jusqu'à l'architecte, hein, Monsieur le Président. Et c'est important parce que nous sommes aussi dans une conjoncture un petit peu particulière où nous avons à la fois, il y a peu de temps, frôlé la catastrophe avec les difficultés qu'a rencontré l'un des plus grands débouchés, l'un des plus importants débouchés de la filière bois, à savoir Fibre Excellence, et qu'avec l'appui
l'ensemble de la filière, nous avons réussi à maintenir à flot et à la voir à nouveau se développer avec des projets d'avenir, ce qui, il faut bien l'avouer, était quelque chose d'absolument indispensable pour pouvoir négocier le virage que vous avez commencé à amorcer d'une filière forêt-bois tournée vers une économie durable. Fibre Excellence, ça reste 50% des débouchés de la filière bois de la région. Et puis, autre événement important, c'est cet été avec le méga feu. On peut malheureusement, à propos de cet épisode, employer ce terme qu'on pensait réservé à des pays lointains, comme l'Australie, l'Amérique du Nord, ou plus proche de nous, comme les forêts méditerranéennes de nos voisins grecs, portugais ou espagnols. Le changement climatique n'est pas à nos portes. On est en plein dedans, on est en plein cœur du changement climatique. Les dernières réunions, études que nous avons suscitées sur le sujet montrent en effet que notre région, en ce qui concerne ses conséquences en matière de relèvement de la température, de multiplication en été des épisodes caniculaires, sera au cœur même de cette évolution de notre climat. Pour les précipitations, il est aussi à craindre que, même si les prévisions sont moins robustes sur le sujet, il est aussi à craindre que nous soyons aussi en diminution pour les années prochaines. Dans ces conditions, il faut pouvoir réagir et avoir une vraie stratégie au sein de la filière forêt-bois, car comme vous le citez, comme vous l'indiquez, Monsieur le Président, nous sommes en présence d'une forêt abondante, mais d'une forêt qui a souffert au cours des années d'un entretien moins rigoureux que celui qu'on peut observer dans d'autres régions de France et qui s'explique tout à fait simplement par la faible valorisation en général de ces bois. De ce point de vue, l'affaire de Gardanne reste pour nous un point essentiel et le préfet de région est pleinement mobilisé sur le sujet, ainsi que même au plus haut niveau de l'État, pour que enfin cette centrale à charbon se reconvertisse en centrale biomasse et ainsi puisse donner un nouveau débouché d'ampleur aussi importante que celle que Fibre Excellence. Et en effet, c'est par peut-être une demande plus importante en matière de bois énergie ou de bois industrie que l'on arrivera à valoriser à sa juste valeur la forêt méditerranéenne et donc à susciter des vocations plus importantes pour mieux l'entretenir, pour mieux la protéger. Tout est lié et de notre point de vue, c'est absolument indispensable d'avoir dans la même stratégie une stratégie volontariste sur la protection des forêts contre les incendies, mais aussi une stratégie d'accompagnement pour une forêt plus valorisable. Et de ce point de vue, les tendances actuelles à l'utilisation du bois vont dans le bon sens. Des nouvelles opportunités s'offrent dans la construction, mais aussi dans d'autres domaines en matière d'utilisation du bois. Et ces opportunités, la forêt méditerranéenne, la forêt de la région, a toutes les possibilités de les atteindre. Et puis elle a un atout, je me permets de le dire, Monsieur le Président, c'est la qualité du président d'interprofession qui, de par sa profession, de par sa passion aussi pour le bois, a une vision, lui, très panoramique de l'évolution de la stratégie à mener en ce qui concerne cette filière. Il a bien compris tous les enjeux
Sachez que nous serons à vos côtés pour vous aider à les atteindre. Dès cette année, le plan de relance de l'État a permis de mobiliser des crédits dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau des travaux forestiers, des peuplements, avec le fonds Respire qui est un fonds absolument essentiel sur ce sujet, et aussi ce qui est à souligner, des soutiens au niveau des scieries. On va avoir une scierie ainsi dans la région tout à fait moderne grâce à ces soutiens tout près de chez vous, Monsieur le Président. Et puis, il y a aussi une autre opportunité, celle-là qui se présente à nous, c'est le plan Relance France 2030. Il était doté initialement de 100 millions d'euros, il va passer à 600 millions d'euros. Il faut que nous déployions toute notre imagination, notre savoir-faire pour qu'une partie significative puisse venir irriguer les acteurs de la région. La commission régionale forêt-bois qui s'est tenue il y a 15 jours sous l'autorité du préfet, sous la présidence du préfet, a de mon point de vue permis de dresser déjà les premiers éléments qui nous permettront justement d'être entendus au niveau national et de pouvoir faire passer nos priorités. Et je voudrais enfin souligner l'esprit de responsabilité de la filière qui, malgré toute sa diversité, s'est entendue dans un consensus riche sur les différents messages apportés au niveau parisien. En tant que responsable de l'agriculture, avoir un consensus de toute une filière sur une stratégie à mener, c'est quand même une performance dans la région et je tiens à le souligner. Je vous en remercie cette fois tous. Je vous souhaite de très bons travaux et de continuer sur cette voie qui, à mon avis, est une voie d'avenir pour la forêt de la région. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, alors vous m'avez fait rougir, hein, Monsieur le Directeur. Et alors, le poids des responsabilités va n'en être que plus important sur mes épaules, mais bon. C'est pour ça, Monsieur le Président. Voilà. Je me mobiliserai pour y faire face. Alors, vous avez rappelé l'un et l'autre hein, tout le rôle de la forêt dans notre région, et on peut même dire que d'une manière générale, la forêt fait un retour en grâce assez inattendu dans toute notre société, hein, qui vit toute une série de bouleversements et où il semble que la forêt représente un ancrage pour l'ensemble de la société, l'ensemble de la population, un ancrage à la nature, pas encore trop transformé, je dirais, hein, cette évolution s'accompagne évidemment d'exigences importantes, légitimes, et auxquelles nous avons le défi devant nous de devoir répondre tout en concourant à une valorisation de l'ensemble de ce qui constitue cette forêt, à commencer par arriver à bien la récolter, ce qui n'est pas simple dans notre région. On a un territoire où 60% de la ressource forestière est difficilement accessible, donc c'est pas très très simple. Une qualité moyenne des bois qui n'est pas franchement fantastique, hein, du point de vue de la valorisation. Pour autant, bien sûr, cette forêt remplit toutes les autres fonctions écosystémiques que vous avez rappelées et qui sont bien entendu essentielles. Mais nous saurons, et c'est le sens de la mobilisation qui est celle de tous les acteurs de FIBois Sud, qui sont représentés, qu'ils soient représentés ici ou pas d'ailleurs, hein, mais
tous pour aller dans le chemin de l'innovation, arriver à trouver des nouvelles modalités, à la fois pour récolter le bois. Hein. L'homme récolte le bois en forêt depuis la nuit des temps pour s'éclairer et se chauffer dans les cavernes, puis ensuite pour se construire des abris. Ce n'est pas d'aujourd'hui et nous continuons dans cette voie-là. Alors il est vrai que dans notre région, la filière bois est jusqu'à présent, au cours en tout cas des dernières décennies, appuyée essentiellement sur le domaine de l'industrie avec la papeterie de Tarascon et le domaine du bois énergie, à la fois avec la centrale de Gardanne, mais aussi, il faut le dire, avec une foultitude de chaufferies réparties sur tout le territoire régional. Et donc nous, tout en appuyant, comme vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, hein, ces activités, en travaillant aussi à ce qu'elles puissent muter, s'améliorer dans leurs impacts environnementaux, dans leur efficacité, etc. Mais qu'elles soient accompagnées avec les autres secteurs de valorisation, celui de la construction, et puis un secteur émergent, hein, qui est celui de la chimie du bois. Donc nous aurons au cours de la journée des interventions qui vont nous permettre de prendre la mesure de ces évolutions qui sont en cours et qui ont comme principal intérêt d'être des manières de valoriser le bois à très forte valeur ajoutée. Là où sur le bois énergie, sur le bois industrie, on raisonne en volume ou en masse, en tonnes ou en mètres cubes, dans ces deux autres secteurs que je mentionnais, on va raisonner plutôt en kilo-euros, si je puis dire, hein, en matière de valeur ajoutée. Et c'est la conjonction de ces différentes activités que nous essayons de rendre la plus habile et la plus efficiente possible, que nous trouverons le moyen d'un développement dont le retentissement se fera sentir sur les autres sujets que vous avez évoqués, notamment celui de la préservation de la forêt vis-à-vis des incendies de forêt. Hein. Si on arrive à mieux pénétrer dans la forêt, à y accéder et à récolter, on maîtrisera mieux cette gestion forestière. Et puis, donc, arriver à faire en sorte que cette valeur ajoutée reste le plus possible sur le territoire, c'est-à-dire que nous ayons ici, dans notre région, les installations, les usines, les ateliers qui permettent de faire une transformation ici, de manière à ce que la valeur ajoutée reste bien sur la région. Alors, on n'est pas très en avance, donc je vais conclure maintenant en vous invitant donc à écouter l'ensemble des interventions, à aller voir les stands où de nombreux exposants ont eu la gentillesse de se déplacer et vous verrez toute la richesse de cette innovation en cours dans la région et porteuse d'avenir. Et je vous donne rendez-vous année après année pour mesurer le chemin parcouru. Je vous remercie. Merci Olivier. Je vous propose de rentrer, effectivement, comme tu l'as dit, on n'est pas en avance, directement dans le vif du sujet. Donc je vais appeler les prochains intervenants, donc Monsieur Fadi de l'ONF, Madame Loudin du CRPF, de l'INRAE, pardon, et Monsieur Fleury de l'ONF. Justement, sur le sujet du changement climatique, effectivement, l'innovation, elle est dans la filière et elle est à tous les niveaux. Et effectivement, vous avez souligné ces enjeux d'adaptation, enfin de changement climatique, de préservation de la ressource. Et donc, voilà, on va vous présenter un petit peu justement les projets en cours pour l'adaptation de notre forêt méditerranéenne au changement climatique. Et donc, je vais inviter Monsieur Fadi de l'INRAE et non pas de l'ONF, n'est-ce pas, à commencer son intervention.
Je vous en prie. Avec la souris. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc pour commencer cette journée, moi j'ai été chargé de faire un petit panorama de ce qu'on sait au niveau scientifique sur les menaces et les opportunités que le changement climatique ont pour les forêts en région. Alors ça marche pas. Oui, voilà. Donc cette série de courbes, je pense que vous devez tous les connaître. Il n'est pas inutile de les rappeler. Donc c'est les scénarios de forçage climatique qui sont produits par le GIEC et qui montrent que, en fonction des efforts que font la communauté internationale pour réduire leurs gaz à effet de serre, on arrive ou pas à produire une quantité d'énergie dans l'atmosphère qui permet de réduire les effets du changement climatique. Donc la courbe en bleu que j'utiliserai pendant tout mon exposé, c'est la courbe des accords de Paris qui permet de garder la température en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. La courbe en vert, c'est un scénario médian où les pays font des efforts un peu moins soutenus que ce qui est promis dans les accords de Paris. Donc on peut dire c'est Glasgow. Et la courbe en rouge, c'est si on continue la lancée telle qu'elle était avant les décisions des accords de Paris qui conduisent à des augmentations de température. Des augmentations de température en Méditerranée qui pourraient aller jusqu'à peut-être 7 degrés. Ça, ce sont des cartes qui sont produites par un groupe d'experts qui s'appelle MEDEC, qui sont des experts du climat pour la région méditerranéenne, alors au sens biogéographique de la région méditerranéenne, c'est-à-dire tous les pays du pourtour méditerranéen. À gauche, vous avez l'élévation de température au cours du siècle avec disons l'actuel, 2020-2030, le milieu du siècle, 2050-2060, et la fin du siècle à 2080, avec le scénario bleu, donc les accords de Paris, et le scénario rouge, où aucun effort substantiel n'est fait par les pays. Et on voit que à gauche, donc les températures, et à droite du graphique, les précipitations. On voit que dans le cadre des accords de Paris, on arrive effectivement à limiter l'augmentation des températures à quelque chose qui se trouve dans les plus de degrés. Les précipitations, alors c'est des cartes pour le climat de l'été, juin, juillet, août. On voit que les précipitations, elles, fluctuent, mais sont gardées à un niveau qui est de l'ordre de moins 10, moins 20% par rapport à l'actuel en été. Par contre, dans le cadre d'un scénario où il n'y a pas d'action suffisante de la part des pays, on a des températures estivales qui augmentent jusqu'à plus 6, plus 7 degrés et des précipitations qui se réduisent de l'ordre de 40 ou 50%. Donc ce que font les pays a une importance, et ce que montrent ces cartes aussi, c'est qu'il y a une forte variabilité au niveau régional. On voit que même dans le cadre des accords de Paris en bleu, on a selon les endroits, on a des températures qui augmentent plus ou moins fortement. Ce qu'on voit ici au niveau régional méditerranéen, c'est aussi vrai au niveau régional pour notre région. C'est aussi vrai au niveau local, ce qui rend la prédiction et l'aménagement difficile, puisque cette variabilité se retrouve à tous les niveaux. Ah ben, décidément. Voilà. Alors, quelles conséquences sur les forêts? Donc, je vais vous en citer quelques-unes qui me semblent les plus importantes. La première, c'est le déplacement de l'air, de l'habitat des forêts et des espèces. Donc là, pour 3 espèces importantes en région, le sapin pectiné tout en haut, le mélèze au milieu et sous le titre, le pin sylvestre. En vert, c'est l'aire occupée actuellement et celle qui demeure au cours du temps. Donc le temps, il y a 3 visions du temps en fonction des scénarios socio-économiques de réduction des gaz à effet de serre. Accord de Paris 2,6, Glasgow 4,5 et le business as usual, comme on dit, le dernier. Le vert
l'habitat qui demeure, le bleu, l'habitat potentiel colonisé, si les espèces peuvent se déplacer, et le rouge, l'habitat qui disparaît. On voit par exemple pour le pin sylvestre, qui est une naissance majeure de la région, qu'on a quelque chose d'assez catastrophique, déjà avec le scénario 2.6, mais avec les autres aussi. Donc première conséquence, l'habitat des espèces change, et il n'est pas du tout évident qu'elles puissent coloniser de nouveaux habitats. Deuxième conséquence majeure pour la région, le risque feu de forêt. Donc là, il est représenté par l'indice FWI 90, qui est la somme des 12 jours les plus à risque de l'année, avec deux scénarios. Donc à gauche, le panneau pour l'actuel, où on voit que la région qui nous intéresse est déjà à risque fort. On voit beaucoup plus de rouge et de couleurs chaude que le reste de la France. Et on voit ce risque qui se propage à l'horizon de la fin du XXIe siècle, selon les deux scénarios, donc Glasgow 4.5 et Business as usual, le dernier panneau. On voit que non seulement pour la région, la couleur devient de plus en plus rouge, donc le risque augmente régionalement, mais il augmente aussi spatialement dans le reste de la France. Alors, dans ce contexte-là, il y a un certain nombre d'espèces forestières qui tirent leur épingle du jeu. La première, c'est le pin d'Alep. Sur cette carte qui présente l'aire potentielle du pin d'Alep à l'état actuel, avec le scénario Glasgow à la fin du XXIe siècle et le scénario Business as usual à la fin du XXIe siècle, on voit que la couleur jaune augmente spatialement. Donc l'habitat du pin d'Alep augmente en surface en France et en Europe. C'est surtout le jaune qui augmente. Ce n'est pas tellement le vert qui représente le maximum de potentialité de l'habitat pin d'Alep. Donc son habitat augmente en probabilité. L'habitat optimal, lui, n'augmente pas tant que ça. Ceci dit, le pin d'Alep est quand même une espèce qui devrait s'en sortir pas trop mal avec le changement climatique, y compris avec une augmentation du risque feu de forêt. Autre espèce, le chêne vert, le pin pignon et le chêne pubescent, donc on voit sur la gauche du graphique. Alors ce graphique représente la capacité de certaines espèces. Donc là, toutes les espèces en orange sont des pins européens et des pins nord-américains, pour lesquels on a mesuré leur capacité de résistance à l'embolie. Donc l'embolie, c'est l'arrivée de bulles d'air dans les canaux conducteurs qui font que les arbres meurent. Cette valeur, donc, qui est le P50, c'est la probabilité d'avoir 50% des canaux embolisés. On voit qu'elle est la plus faible pour les groupes d'espèces que sont donc pin d'Alep, chêne vert, puis pin pignon, chêne pubescent, qui sont des espèces pour lesquelles il faut appliquer une pression, donc un manque d'eau, un stress hydrique très fort pour obtenir cette embolie, cette valeur de P50, par rapport à toutes les autres espèces qu'on trouve en Europe et en Amérique du Nord. Donc une nouvelle illustration des potentialités du pin d'Alep, mais aussi du chêne vert, et puis à un moindre degré du pin pignon et du chêne pubescent, dans un contexte où le climat devient plus sec. Ceci dit, sur le long terme, donc ça, c'est des mesures d'échange gazeux qui sont prises sur un site expérimental INRAE, Aix-Marseille Université, à Fontblanche, donc au nord de La Ciotat, sur une forêt mélangée de pin d'Alep et en sous-étage de chêne vert, où on voit qu'effectivement, l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère, donc un des gaz majeurs des gaz à effet de serre, provoque une augmentation de la capacité de stockage du carbone de ces deux espèces. On voit qu'on on commence à 0, qui est notre valeur initiale en l'an 2000, et on arrive à augmenter de 1 tonne par hectare et par an la capacité de stockage dans cette forêt. Mais ce qui apparaît sur ce graphique, c'est qu'à partir de l'orée 2060-2070, en fonction de deux scénarios de changement climatique, on voit que cette capacité de stockage fluctue énormément dans le temps, plafonne, voire diminue. Alors, les arbres forestiers sont des espèces longévives, donc ces conséquences sur le long terme doivent aussi être considérées. Donc, le pin d'Alep, certes, représente un atout régional
dans le contexte du changement climatique, mais on voit qu'il y a quand même aussi certaines limites, notamment lorsque les scénarios de changement climatique sont des scénarios où les pays n'ont pas d'efforts significatifs pour réduire leur production de gaz à effet de serre. Dernière opportunité sur lesquelles les forêts peuvent compter, c'est la diversité génétique qu'on trouve à l'intérieur des espèces. Donc ça, c'est un graphique issu de simulations faites sur le pin sylvestre en Espagne. La courbe en grisé qui descend depuis 100 jusqu'à 0 à l'orée 2080, c'est la disparition du pin sylvestre en Espagne si on considère que le pin sylvestre ne possède pas de variabilité et si on regarde son habitat potentiel de ce point de vue-là. Par contre, si on considère que le pin sylvestre en Espagne, en fait, ce n'est pas une entité homogène, mais c'est des entités avec des capacités différentes. Donc on voit que la ligne en point pointillé, par exemple, c'est les provenances issues du nord de la péninsule ibérique, et celle qui est tout en haut, qui reste sur la valeur 100, ce sont les provenances qui sont issues de la Sierra Nevada. Donc on voit que les différentes provenances de pin sylvestre en Espagne n'ont pas toutes la même capacité de conserver leur habitat lorsque le climat change. Et ça, c'est un atout sur lequel il faut compter, notamment quand on a des programmes de reforestation. Alors, en conclusion, je dirais qu'on ne peut pas sérieusement imaginer une bioéconomie, une économie verte forestière, quand les scénarios de changement climatique restent sur le niveau business as usual en rouge ou des scénarios au-delà de ce qui a été promis à Glasgow. On ne peut imaginer une économie verte qu'en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre et en restant dans des scénarios au minimum celui de Glasgow, mieux celui de Paris en 2015. Le changement climatique impose un aménagement du territoire qui doit être raisonné, notamment à cause de l'augmentation du risque feu de forêt. Il paraît, par exemple, pas très, j'allais dire pas très malin, mais pas très sensé de vouloir mettre des forêts trop près aux portes des villes ou des villages. Donc ce type d'aménagement de territoire raisonné entre forêt, habitat et agriculture sont à repenser. Et ensuite, il existe un certain nombre de solutions fondées sur la nature disponibles que mes collègues vont maintenant vous présenter. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention et la transition. Et du coup, donc, je vais appeler Camille Loudin et Bertrand Fleury pour effectivement présenter ces solutions. C'est à vous. Tu fais défiler comment ? Merci à tous. On va vous faire une présentation à deux voix puisque, comme vous avez pu le voir, les enjeux sont forts et ils ne s'arrêtent pas à la limite des propriétés. Donc, on va vous faire une présentation à deux voix avec l'Office national des forêts pour la forêt publique et le CNPF pour la forêt privée. Et la question, c'est que font les forestiers face à ce constat, qui est quand même assez rude, face aussi aux conséquences qu'ils voient déjà dans les forêts. Donc, on va vous brosser rapidement les différentes actions qu'on peut mener, à la fois pour suivre ce qui se passe, pour évaluer, et puis derrière décider et voir comment adapter les forêts face à ces enjeux, avec en réponse diversifier, expérimenter, préserver et surtout travailler ensemble. Alors, la première étape, c'est surveiller et monitorer l'état de santé des forêts. Pour ça, il y a quand même un établissement, un regroupement qui se fait dans le cadre du département de la santé des forêts, sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Et en France, ça s'appuie sur un réseau de terrain, donc des gens qui sont des forestiers de terrain, à la fois dans les établissements publics, comme l'ONF ou le CNPF, également l'administration avec les DRAF,
et puis aussi des structures et des gestionnaires privés. En région sud, c'est 54 correspondants observateurs, avec l'ONF, le CNPF, la SLSU Beurre-et-Varoise, par exemple. Donc le rôle de ces correspondants observateurs, c'est d'être sur le terrain, d'alerter, de suivre à la fois le suivi courant de ce qui peut se passer, des dépérissements, également de suivre les ravageurs qu'on connaît et qui, vous serez peut-être surpris, mais 25 ravageurs sont responsables quand même de la moitié des dommages sanitaires observés en forêt. Donc ceux-là, on les connaît, on les suit. Et puis, il y a tout ce qui peut arriver de nouveau. Donc ça, c'est aussi au fil de l'eau. Il peut y avoir des analyses qui sont envoyées à des laboratoires pour déterminer ce qui peut arriver en forêt et qui peut être nouveau. Donc ça, c'est la première étape, c'est surveiller la santé des forêts. Alors, une opportunité qu'on a d'innover dans le domaine de la surveillance, c'est de pouvoir construire des observatoires de la forêt grâce à la valorisation des données LIDAR. Donc, une opportunité très forte, c'est France Relance LIDAR, donc l'IGN qui est chargé au niveau France entière de couvrir l'intégralité du territoire, donc avec une couverture de points LIDAR à 10 points d'émission par mètre carré qui permettent des valorisations dendrométriques. Et l'IGN commence par le sud de la France et on aura les premières données au début du premier semestre 2022. Alors avec le LIDAR, on fait du modèle numérique de terrain, du modèle numérique de surface. On peut calculer des hauteurs de peuplement. Ça, c'est très pratique, mais si on va aller plus loin pour caractériser les peuplements, connaître leur capital sur pied, leur volume, les diamètres, les structures des peuplements, c'est-à-dire les pourcentages de gros bois, de petits bois, même si on veut en savoir plus sur des indices de maturité de la forêt, au regard d'enjeux de biodiversité, on a besoin d'aller plus loin. Et aller plus loin, ça ne peut se faire qu'en installant des réseaux de placettes dites de calibration, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé d'aller sur le terrain de façon statistique à installer ces placettes, mesurer les arbres. Ensuite, on fait le rapprochement avec les données LIDAR et derrière, par des modèles mathématiques, numériques et qui ont été mis au point par le département Recherche, Développement et Innovation de l'ONF, on peut dégager toutes sortes d'informations très utiles pour les aménageurs de territoire, pour les gestionnaires forestiers, pour les propriétaires forestiers, pour communiquer avec la société civile qui a un droit de regard sur la forêt. Et donc, ça permet de produire des cartes à différentes échelles jusqu'à la précision de la parcelle. Le pixel, c'est 7 ar. Et donc, vous voyez sur des informations qui sont tout à fait intéressantes pour du monitoring. Sachant que derrière, une fois fait ce travail-là, on est en capacité également de rafraîchir la donnée à pas de temps régulier, non plus en exploitant des données LIDAR qui sont très chères, c'est 25 millions d'euros l'acquisition des données LIDAR France entière, mais en utilisant les couvertures aériennes photo et donc les traitements photogrammétriques, puisque l'IGN passe en gros tous les 4 ans sur les territoires. Donc voilà des perspectives innovantes et intéressantes en matière de monitoring. Alors pourquoi adapter? On l'a dit, hein, pourquoi les forestiers s'entêtent à adapter les forêts et les rendre résilientes? C'est pour que la forêt continue de jouer tous les rôles qu'on attend d'elle en matière de fourniture de matériaux, réservoir de biodiversité, protection contre les risques naturels. On est en zone ici concernée, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis également que ça soit toujours un lieu d'accueil, donc pour les usages de loisirs notamment. Mais il ne faut pas oublier, et ça a été rappelé par différents intervenants, que la forêt joue également et doit continuer de jouer son rôle d'atténuation des effets du changement climatique alors on parle des formules des 3 S, hein, séquestration, stockage et substitution. Séquestration par la biomasse, le sol forestier, donc 1 mètre cube d'accroissement, ça correspond à 1 tonne de CO2 séquestrée en moyenne, ça dépend des essences. Le stockage, plus la hiérarchie des usages, plus on génère de bois d'œuvre dans l'exploitation forestière,
plus on stocke du carbone dans des produits à durée de vie longue. Et puis, dans les matériaux construction, on le sait, on substitue le bois à l'acier et au béton, qui sont des matériaux énergivores à bilan carbone pas très bon. Alors, on a parlé de sensibilité des peuplements, de changement de faciès des peuplements, voilà, de dépérissement possible. Nous, en tant que forestiers, on gère le global, et donc le changement climatique, c'est aussi gérer des aléas induits qui sont, on l'a dit, le risque incendie. Dans nos régions du Sud, les risques extrêmes, qui sont de 10 à 40 jours par an, vont passer en 2100 de 80 à 100 jours de risque extrême incendie par an. Donc il faut maintenir évidemment un haut degré de prévention et puis de moyens de lutte et de guerre armée. Le risque tempête n'est pas nul. On sait statistiquement, il va augmenter. Alors ça veut dire qu'il faut s'y préparer en ayant intégré les retours d'expérience des grandes tempêtes précédentes, Lothar Martin, Klaus, voilà pour les dernières. Et surtout, ce qui nous concerne de façon beaucoup plus régulière et de façon très embêtante, c'est les phénomènes de pluie intense, ce qu'on appelle les phénomènes méditerranéens, et qui nous détruisent régulièrement les infrastructures routières qui sont strictement nécessaires dès lors qu'on veut mettre en valeur la forêt et pouvoir y faire de l'exploitation forestière. Voilà. Donc ça nous oblige à revoir nos dimensionnements d'ouvrages pour la maîtrise des écoulements d'eau. Donc face à toutes ces contraintes, il faut, voilà, en tant que gestionnaire, il va falloir faire des choix avec les informations existantes et en tenant compte des risques. C'est pourquoi, que ce soit l'ONF, le CNPF, on adapte aussi nos cadrages et nos conseils aux propriétaires ou aux gestionnaires. Donc l'ONF s'est doté d'une stratégie d'adaptation au changement climatique. Il y a également un guide de gestion des crises sanitaires en forêt qui a été édité à la fin de l'année dernière. Et puis le CNPF travaille sur le renouvellement de son schéma régional de gestion sylvicole avec cette entrée climatique évidemment en tête. Donc voilà, ceux qui doivent agir n'ont pas de boule de cristal. Donc on ne sait pas nécessairement précisément ce qu'il va se passer. C'est pour ça qu'il y a différents outils d'aide à la décision qui ont pu être créés. On va vous en montrer quelques-uns. Ces outils d'aide à la décision, ils n'ont pas de valeur absolue. Ils donnent une information. Les informations que donnent ces différents outils sont différentes, nécessitent d'être recroisées pour pouvoir faire un choix avec ces données-là. Le premier, c'est donc Climessence. Climessence, c'est un outil qui a été... c'est le fruit, le résultat d'une collaboration des forestiers et des chercheurs. Et donc, c'est à la disposition de tout le monde. Donc, vous pouvez, chacun, n'importe qui dans le monde d'ailleurs, peut demander à créer un compte Climessence et utiliser cet outil. En tout cas, je vous invite à le faire si vous ne le connaissez pas. Donc, cet outil, il est basé sur, en fait, il y a deux grands pans. Il y a un pan qui concerne la connaissance des espèces. Donc, qui a rassemblé, en fait, tout ce qu'on peut connaître en publication, connaissance de haute écologique des espèces forestières. Il y a plus de 150 espèces qui sont décrites, mais par rapport à 37 critères d'appréciation de ces essences sur les facteurs limitants par rapport au climat, par rapport au sol, etc. etc. Voilà. Et donc l'outil est plus qu'une simple consultation de fiches espèces, c'est aussi un outil qui permet de comparer des espèces entre elles par rapport à des facteurs, par exemple, des facteurs limitants du climat. Là, pour illustrer cela, j'ai mis un petit résultat là, qui compare le sapin de Céphalonie, le cèdre de l'Atlas et le pin noir d'Autriche et le chêne pubescent. Ce sont quand même des essences qui nous intéressent par rapport aux facteurs limitants climatiques et quelques-uns uniquement pour montrer ce que ça peut produire. Voilà. Donc ça, c'est déjà un outil en soi parce que ça évite aux forestiers, aux gestionnaires forestiers de se poser des questions. Tout est rassemblé ici en termes de connaissances sur ces espèces forestières. Ce sont des espèces forestières qui sont autochtones ou alloctones, mais présentes en Europe, donc connues. Voilà.
Enfin, il y a un autre pan de l'outil qui est un modèle de compatibilité climatique, c'est-à-dire une représentation simplifiée du comportement des espèces forestières par rapport au climat, avec 3 indicateurs climatiques qui sont déterminants, que sont, pour faire simple, le manque d'eau, l'excès de froid et le manque de chaleur. Voilà. Alors, pour illustrer ce qu'on peut faire avec cet outil, parce que là, les ressources sont importantes, j'ai simplement, en choisissant le pin d'Alep et en sa répartition actuelle par rapport aux facteurs limitants, ces 3 facteurs limitants, et puis le scénario optimiste 2070, on voit une répartition potentielle. Là, c'est une répartition potentielle qui est plus importante, tout simplement. Ça veut dire que le pin d'Alep peut gagner en altitude dans nos montagnes. Voilà. Ma langue avait fourché. Le suivant, c'est donc Bioclimsol, qui a été développé par le CNPF. Il a une approche différente de Climessence, dans le sens où il va développer des modèles de dépérissement avec les données actuelles de terrain, donc en relevant sur le terrain les arbres qui dépérissent, en essayant d'expliquer pourquoi ils dépérissent, et ensuite, avec ces modèles-là, en créant des cartes de vigilance climatique pour les espèces. Alors, ça, c'est la première étape. Vous avez sur la carte la carte de vigilance du pin sylvestre. Donc ça, c'est sans projection climatique, où on voit qu'il est effectivement déjà beaucoup dans le rouge ou dans le jaune, qui sont donc les vigilances les plus élevées. Et puis, vous avez en bleu la zone de présence effective du pin sylvestre. Donc c'est là où vous pouvez croiser et vous rendre compte que déjà, il est très à la limite de son aire de répartition. Hein, ce n'est pas une surprise, mais ça se voit sur les cartes. Et puis, donc, cette carte de vigilance climatique dans Bioclimsol, elle est complétée donc, d'une perspective climatique d'évolution du climat, mais également, ce qui est assez spécifique à l'outil, ça se croise avec un relevé de terrain. Alors ça, c'est la partie sol de Bioclimsol. C'est que vraiment, il peut y avoir des compensations locales sur une parcelle, un sol plus profond, plus riche, voilà, plus alimenté en eau, par exemple, ou au contraire, avec beaucoup plus de charge en pierre, qui va faire qu'il va avoir moins de réserves d'eau. Donc, c'est vraiment un outil qui va croiser ces données-là avec les données de terrain qui sont relevées par l'agent de terrain. Donc, ça va donner un indice de vigilance climatique pour ces espèces. Il y a donc ça, ces modèles de dépérissement ont été développés pour 13 espèces en France. Et il y a également un module de boisement et de reboisement qui va donner justement par rapport à des données existantes l'adaptation potentielle ou non des espèces à la station. Donc voilà, c'est deux modules complémentaires. Et cet outil a été développé sous forme d'application pour vraiment aller sur le terrain avec une tablette, pouvoir relever les données et avoir les informations rapidement. Et donc, c'est une application qui est destinée aux professionnels, aux gestionnaires. Et du coup, à l'heure actuelle, cette année, les premières formations ont eu lieu. Il y a déjà 80 gestionnaires forestiers privés qui ont été formés cette année à l'échelle française. Et puis, il y a toujours un aller-retour entre justement ce qui va être testé, mis en œuvre par un gestionnaire forestier ou des agents du CNPF et une amélioration de l'outil, de l'application et des modèles. Donc, c'est un aller-retour constant entre les deux. Donc, tout à l'heure, Bruno parlait des solutions fondées sur la nature. Aider la forêt à s'adapter. On va parler de migration assistée. C'est une solution fondée sur la nature. Alors, qu'est-ce que la migration assistée? C'est simplement le fait de considérer que le climat évolue trop vite par rapport à la capacité de migration naturelle des espèces d'arbres. Parce que les espèces d'arbres migrent. On a connu des glaciations, des interglaciations. Voilà, le chêne a mis 10 000 ans à recoloniser après la dernière glaciation l'aire de répartition qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc, les projections climatiques nous conduisent à l'information suivante qu'il faudrait d'ici 100 ans, par exemple, que le chêne ait migré de 100 à 500 km vers le nord
pour s'adapter au climat changeant, alors que sa vitesse actuelle est mesurée, puisqu'on le suit très finement depuis le 19e siècle, en migration naturelle à 3 km par siècle. Donc, vous voyez que le climat évolue trop vite, d'où ce concept de migration assistée. Enfin, c'est plus qu'un concept, c'est une réalité, puisque, par exemple, on introduit des hêtres prélevés dans la forêt de la Sainte-Baume pour aller les planter en forêt domaniale du Verdon. Alors, ce n'est pas une espèce nouvelle, c'est des provenances nouvelles, c'est du pool génétique nouveau. Idem pour des chênes, chênes pubescents dans le centre de la France. Et puis, chez nous, si les arrêtés préfectoraux sur l'utilisation des matériels forestiers de reproduction nous disent, par exemple, que le pin d'Alep, on doit le mettre que dans les sylvo-écorégions méditerranéennes. Or, nous, ce qu'on renouvelle aujourd'hui devrait être adapté dans 50 ou dans 100 ans. Donc, il faut avoir cette projection climatique. Et donc, c'est pour ça qu'on expérimente, par exemple, le pin d'Alep dans des contextes des Alpes externes, c'est-à-dire parce qu'on pense que, d'après les projections climatiques, là, les facteurs climatiques lui sont favorables. Donc, on fait de la migration également en altitude. Voilà. Donc effectivement, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut diversifier les provenances. Comme on disait, il peut y avoir la possibilité de remonter en altitude ou de remonter des espèces, d'aller chercher des graines de l'espèce présente dans la région, mais d'aller chercher les graines dans des zones plus au sud, en espérant que la partie, le pool génétique soit plus adapté à des conditions plus rudes. Et puis, il peut y avoir effectivement aussi, donc là, on va dire le nord de la France s'intéresse à nos chênes, par exemple, ou à nos hêtres, mais nous, si on tourne la tête vers le sud, eh ben, on doit souvent se tourner vers le pourtour méditerranéen. Donc, il faut pouvoir se poser la question aussi d'aller expérimenter des espèces qui puissent venir de territoires avec un climat plus aride. Et c'est vrai que le pourtour méditerranéen peut bien s'y prêter. On a sur le territoire de la région une pépinière expérimentale à Cadarache. C'est un outil important puisqu'il permet justement d'accompagner tous les enjeux sur la production de matériel de forestier de reproduction qui sont adaptés pour les besoins régionaux, mais également pour les besoins France entière dans le cadre de la solidarité nationale. Voilà. Donc, par exemple, pour illustrer ces dernières années, il y a eu un programme important d'expérimentation sur le cèdre de l'Atlas, qui est une essence que nous connaissons, qu'on apprécie, qu'on plante de plus en plus, mais qu'on plante de plus en plus France entière. Voilà. Donc il y a des enjeux par rapport à cette essence. Donc il y a eu des essais, par exemple, sur cette pépinière, consistant à les soumettre donc, de différents matériels, greffons et semis issus de populations très diversifiées de cèdres présents en France, et les tester par rapport à un stress hydrique, parce que ça permet de sélectionner en fait des individus, des souches, si vous voulez, des provenances qui sont plus résistantes à la sécheresse juvénile, par exemple. Voilà. Donc tout ça dans un cadre expérimental avec l'INRAE et la recherche-développement de l'ONF, avec comme but final de produire des vergers à graines, installer des vergers à graines capables donc de fournir de la graine sélectionnée de cèdre de l'Atlas. Voilà. Les mêmes expérimentations se font actuellement sur cette pépinière avec les chênes. Voilà. On est questionné parce que les forestiers, parce qu'il y a une demande accrue sur certaines essences. J'ai cité le chêne, le cèdre de l'Atlas, mais également le chêne pubescent. Et donc, ces ressources en graines se trouvent dans nos régions principalement. Et donc, on est questionné et on fait des efforts très particuliers pour récolter davantage de graines, de façon à ce que les grainetiers, la sécherie de la Joux et Villemorin, puissent fournir les pépiniéristes de France entière à hauteur des besoins exprimés par les forestiers et les gestionnaires forestiers partout en France. Ah oui, alors, dans les solutions, dans la palette des solutions, on en a parlé, mais il faut diversifier. On ne met pas les œufs dans le même panier, il faut diversifier les gestions. Alors, il y a le concept qu'on essaie d'illustrer là de forêt mosaïque.
Donc la forêt mosaïque, ça consiste en fait à avoir sur nos massifs forestiers une diversité, des mélanges d'essences, des structures diversifiées de peuplement, d'avoir des zones, des parcelles d'expérimentation, d'avoir installé des trames de vieux bois, etc., etc. Des zones en régénération naturelle, puisqu'on travaille évidemment sur le génétique des peuplements en place, et des zones sur lesquelles on fait des introductions d'essence. Voilà. C'est également maîtriser le capital sur pied, puisque un des gros problèmes, c'est la ressource en eau et la compétition entre les individus. Donc il y a aussi de l'expérimentation sur la réduction du capital sur pied pour que les arbres ne soient pas trop en compétition les uns les autres. Et c'est également raccourcir les cycles, parce qu'on sait que la vulnérabilité des peuplements forestiers, elle est plus importante dans les peuplements âgés que dans les peuplements plus jeunes. On parlait d'expérimenter dans le cadre notamment des forêts mosaïques, d'expérimenter à petite échelle. On a appelé ça des îlots d'avenir, donc tester sur des toutes petites surfaces, en moyenne 0,5 hectares, donc des espèces réputées plus adaptées au changement climatique, donc soit des espèces, soit des provenances, comme on disait tout à l'heure, et pour pouvoir aussi démultiplier les informations qu'on peut avoir sur ces espèces, qui ont souvent été déjà testées dans la région, mais souvent à un seul endroit. Et donc, du coup, il faut pouvoir savoir si elles vont s'adapter à d'autres contextes au niveau du sol, par exemple. Donc voilà, c'est pour gagner de l'information. Et dans le cadre de ces expérimentations, il y a l'exemple du projet Med for Future qui a rassemblé l'ONF, le CNPF, l'INRAE, pour pouvoir tester 12 espèces, 6 feuillus, 6 résineux, sur l'ensemble de la région. Et donc le programme vient juste de se terminer. On a quand même 23 propriétaires qui se sont engagés dans le projet. 8 forêts domaniales dans les Alpes de Haute-Provence et puis les Alpes-Maritimes. Plus de 20 000 arbres plantés et protégés. Et puis 61 îlots d'avenir dispersés dans la région. Et 7 sites de démonstration qui ont été encore plus poussés au niveau des protocoles de recherche. Donc, dans le cadre toujours des forêts mosaïques, quelque chose qui est prioritaire aussi, c'est de préserver les équilibres. Donc, préserver la biodiversité existante. On parlait de trames de vieux bois également, préserver ces enjeux-là qui sont très importants pour la forêt. Préserver le mélange d'espèces et les espèces dites secondaires, les sous-bois. Et puis, pour que la forêt puisse s'adapter sans avoir une pression supplémentaire, maintenir un équilibre sylvo-cynégétique, puisque la prédation sur la forêt est quand même un des enjeux aussi de son adaptation. Ça joue aussi sur les plantations. Donc voilà, c'est assez important d'avoir aussi cet angle-là. Et puis préserver le capital sol, puisque la forêt, elle n'a qu'un sol. Et si on l'abîme, voilà, on pourra pas, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc préserver ce capital-là, c'est indispensable. Et enfin, c'est ce qu'on a essayé d'illustrer tout le long de ces actions, c'est travailler ensemble et croiser les regards, croiser les informations, se parler. Un des outils, entre guillemets, pour faire ça, c'est le RMT à force. Donc le RMT, c'est un réseau mixte technologique. Le RMT à force, c'est le seul qui soit forestier. Et donc il est dédié à l'adaptation des forêts au changement climatique. Il rassemble les chercheurs, il rassemble les forestiers, pour travailler ensemble, mener des projets, typiquement Climessence, voilà, pour offrir des outils aux gestionnaires de terrain, aux propriétaires forestiers, qui se retrouvent face à ces enjeux et aux conséquences. Et enfin, petit clin d'œil, vous avez peut-être vu tout au long des diapos un petit écureuil qui vous parlait dans des bulles de BD. Donc ça, ce sont des planches de bande dessinée qu'on a développées CNPF, ONF. Il y en a une sur le changement climatique. Je vous invite sur le stand, j'en ai quelques séries. Et puis on a réalisé un petit film aussi sur le sujet, et notamment sur le projet Med for Future. Voilà, je vous remercie.
Merci à tous les deux et même tous les trois pour ce brillant exposé et pour le respect du timing aussi, même si on a un petit décalage. S'il y a des questions, on a 2 petites minutes pour répondre aux questions. Apparemment, ça a été extrêmement clair. Oui. Le bouton vert au pied du micro, normalement. Voilà. Oui, il a été évoqué plusieurs fois dans les exposés, le rôle qui semble être particulier du PENALEP dans les évolutions à venir. Et dans les recherches et expérimentations, il n'a pas du tout été évoqué. Donc je voudrais poser la question, je crois qu'il n'y a pas de capital de graines ni diversifié, ni en cours d'expérimentation, et je voulais poser la question, pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut se risquer à la réponse? Camille? Moi, je peux expliquer le choix qui a été fait dans le cadre du projet Med for Future, où effectivement, il n'y avait pas le pain d'Alep. Il a fallu malheureusement faire des choix. Et c'est vrai qu'on a testé des espèces qui étaient, j'allais dire, moins connues aussi au niveau des zones sur lesquelles, au niveau des sols sur lesquels elles pouvaient ou non s'adapter, sur lesquels il nous manquait aussi beaucoup d'informations. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les informations sur le pain d'Alep, mais c'est vrai qu'on a privilégié des espèces peut-être qu'on connaissait un petit peu moins, mais c'est vrai que c'est évidemment... ça a été cité pendant l'intervention. C'est évidemment une espèce qui est très intéressante pour l'avenir, pour la remontée en altitude, avec peut-être quand même un risque sur les gels tardifs. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est une espèce qu'on porte tous dans notre cœur. Et je crois que ça se voit d'ailleurs sur les stands. Et du coup, je vais vous inviter, comme on a bien travaillé, à faire une petite pause, puisque cet événement, ce sont bien les rencontres de la filière. Et donc, voilà, je vous propose d'aller faire un tour en salle de réception où nous avons nos exposants. Donc, vous allez retrouver, je suis sûr que vous avez été un peu timide, mais que vous avez plein de questions pour l'ONF, le CRPF et l'INRAE. Vous les retrouvez sur les stands, ainsi que donc, les entreprises de la région qui sont porteurs de projets d'innovation et aussi les accompagnateurs et financeurs de l'innovation. Donc voilà, je vous invite à nous retrouver ici dans une demi-heure donc pour une conférence du FCBA. Michael Lecourt qui nous parlera des différents usages du bois actuels et à venir. Et donc voilà, je vous invite à rejoindre les stands et à partager une pause café conviviale.